50 ans, nous n'avions aucun problème de vente, nous manquions d'huile tous les ans. Aujourd'hui, la filière oléicole française s'est développée et nous avons besoin de séduire de nouveaux consommateurs. L'huile d'olive issue de l'agriculture biologique fait partie des demandes aujourd'hui du consommateur pour des raisons que l'on connaît, de naturalité, d'évolution de l'état d'esprit, que ce soit d'ailleurs en France ou dans le monde. Il nous a semblé très important pour l'interprofession, pour l'Association française interprofessionnelle de l'olive, de donner les moyens, de donner les outils aux oléiculteurs pour accéder à cette agriculture biologique. L'huile d'olive bio ne réglera pas tous les problèmes de la filière oléicole française. Aujourd'hui, c'est quand même une tendance mondiale, c'est une tendance lourde. Nous avons besoin de cet outil, de cet argument de vente pour le consommateur. Nous avons besoin demain de commercialiser nos huiles et c'est avec l'huile d'olive issue de l'agriculture biologique que nous pourrons avancer. Aujourd'hui, il n'existe plus de frein technique à la production biologique d'olive. Pourtant, pendant longtemps et faute de moyens de lutte efficaces, les parasites représentaient le principal obstacle à la conversion des oléiculteurs vers ce mode de production. En tête de ces parasites, la mouche de l'olive. Cet insecte pond ses œufs dans le fruit. Sa larve, en se développant, creuse une galerie et provoque une oxydation précoce de l'olive, ce qui altère le goût et la qualité de l'huile. Les moyens de lutte biologique contre ce fléau ont été mis au point grâce à la collaboration de producteurs, de l'AFIDOL et des techniciens de terrain. Durant plusieurs années, des traitements ont été expérimentés tels que la pulvérisation d'argile ou de kaolinite, en affinant progressivement les méthodes d'application. Les 2 premières années, on a eu des taux d'échec importants. Aujourd'hui, avec du recul, on peut mettre ça sur le fait qu'on se comportait toujours en agriculteur, c'est-à-dire qu'on essayait d'appliquer ces produits comme un produit de synthèse. En fait, pour que ce produit marche, il faut se comporter comme des peintres. Et partant de là, tout devient clair. Quand on s'est mis dans la tête qu'on est des peintres, on va doucement, on fait une couche d'accroche et une couche après de peinture finale, entre guillemets, et on va surtout très très lentement. Alors mon expérience personnelle avec ce produit, qui fonctionne pour moi aujourd'hui, c'est une première application à la dose prescrite, suivie immédiatement par une deuxième, identique en sens inverse. Et après, on va faire de l'entretien. Donc ça va se faire en fonction, du grossissement du fruit, puisque le fruit, en grossissant, expose des surfaces non traitées aux insectes, et donc il faut recouvrir ces surfaces. Il faut aussi tenir compte du vent, qui lui va nous enlever cette poudre qui est appliquée sur le fruit et qui doit nous exposer les olives aux insectes. L'action de l'argile, elle est probablement répulsive par rapport à la texture du fruit. En tout cas, j'ai l'impression, l'orientation des recherches aujourd'hui. La mouche ne retrouve pas la surface à laquelle elle est habituée et donc elle ne pond pas. Alors, le corollaire de ça, c'est que cette mouche qui ne pond pas reste vivante, hein, et au lieu de pondre et mourir en 4 jours, elle va ne pas pondre et survivre 1 mois. C'est à ce moment qu'intervient le Cinéis. Utilisé comme moyen principal de traitement, il peut aussi intervenir en complément à l'argile. Composé d'un attractif alimentaire associé à un insecticide bactérien naturel, le spinosade, le Cinéis doit être appliqué à raison de 1,2 litre par hectare dans une dilution de 30 litres d'eau. Pour éviter les risques de résistance de la mouche, l'application de ce produit est limitée à 4 traitements par an. Produit adulticide, il est donc essentiel de le pulvériser avant les pics d'infestation, dont il est possible d'être averti par le bulletin d'information diffusé par l'AFIDOL et en surveillant l'évolution des populations de mouches sur des pièges disposés à cet effet. Il a été observé que les attaques de mouches commencent la plupart du temps sur la partie sud de l'arbre. Ainsi convient-il de privilégier les pulvérisations sur cette zone en réglant la buse pour produire de grosses gouttes de 4 à 6 mm de diamètre. Si les produits phytosanitaires d'origine biologique assurent le respect des oliviers et de leur environnement, l'aspect des arbres, suite à la pulvérisation d'argile blanche, peut provoquer des réactions de la part des touristes ou des clients non avertis. En effet, on est des peintres. Et comme tout peintre, on colorie. Et la couleur qu'on va donner à ces arbres n'est pas leur couleur naturelle. C'est plus le gris, vert, bleuté, argenté de l'olivier. Mais si on utilise l'argile qu'on connaît, et qui marche bien, qui est une argile blanche, du kaolin, là les arbres vont être blancs, et il faut qu'ils soient blancs. Ça va poser donc un problème d'aspect d'olivier, qui, si on le fait en grande quantité, vont nous attirer des remarques, parce qu'on a l'impression qu'on a appliqué un produit bizarre sur les arbres.
Donc à nous de communiquer là-dessus, soit par des petits panneaux en disant ce verger est en bio, hein, donc ça je le fais de plus en plus. La mouche de l'olive est la principale source de nuisances pour les oléiculteurs. Cependant, elle n'est pas le seul insecte nuisible à la production. La teigne effectue 3 générations par an, une dans les feuilles en hiver, une au printemps où la chenille se nourrit des boutons floraux et enfin dans le fruit où la larve pénètre dans le noyau. Cette dernière attaque provoque la chute de l'olive en septembre. Dans le cas de cet insecte, on suit l'évolution des générations et des populations par le piégeage. Le moyen privilégié de lutte biologique est l'application d'un produit à base de Bacillus thuringiensis sur boutons floraux. Autre nuisible de l'olivier, la cochenille. Elle se nourrit de la sève de l'arbre et produit un miella propice au développement de la fumagine. Cet insecte est peu mobile, aussi sera-t-il éliminé naturellement lors de la taille. Les trous visibles sur les cochenilles sont les séquelles laissées par Metaficus, un prédateur naturel couramment utilisé comme auxiliaire de lutte biologique. Les méthodes de culture bio s'inscrivent dans une démarche de respect de la nature pour la production de produits plus sains tout en limitant l'impact de la culture sur l'environnement. L'olivier est un arbre respecté, souvent transmis de génération en génération. Son écorce garde la mémoire de nombreuses lignées d'agriculteurs. Il est donc important de le considérer dans sa globalité, avec son environnement proche comme le sol ou le verger, mais également comme faisant partie du paysage d'une commune ou d'une région. Le principe du bio ne s'arrête donc pas uniquement à limiter les agresseurs de l'arbre. Il s'étend à l'ensemble des moyens nécessaires pour assurer la bonne croissance de l'arbre et de ses fruits. Au niveau de l'oléiculture biologique, comme sur l'agriculture de manière générale, les fondamentaux, je crois, c'est le bon fonctionnement du sol. Et le bon fonctionnement du sol, il est lié, je pense, à la teneur en matière organique. Donc la matière organique qu'on utilise, c'est évidemment le broyage du bois de taille, mais surtout l'apport de grignon. Puisqu'en gros, quand on va écraser 100 kg d'olive, on va se retrouver avec quasiment 80 kg de sous-produits. Là, on a un produit qui est un petit peu délicat à utiliser, mais on a tout pour être autonome au niveau fertilisation en oléiculture. Le grignon peut être épandu dès sa sortie du moulin. Cependant, l'effet fertilisant ne sera obtenu qu'après sa première année de décomposition. Une autre technique consiste à le composter. Il sera alors possible d'ajouter du bois de taille pour permettre son aération. Le fertilisant ainsi obtenu pourra être utilisé après seulement 3 à 4 mois de compostage. L'agriculture biologique demande aussi d'éliminer les herbicides des moyens de traitement du sol. Et là, donc, une des techniques que j'ai choisies, c'est le maintien de l'enherbement naturel. Et en fait, il a pas mal d'avantages, puisque effectivement, on n'utilise pas de désherbant, mais on va avoir aussi ce couvert végétal qui nous permet de récolter très rapidement. Après une pluie, on peut poser les filets tout de suite, alors que sur du sol qui est travaillé, on ne peut pas le faire. L'enherbement naturel a aussi pour avantage de limiter le phénomène d'érosion sur les cultures à fort dénivelé. Contrairement aux idées reçues, la concurrence au niveau hydrique entre l'olivier et l'herbe est relativement faible. L'été, lorsque ce couvert végétal sèche, la structuration racinaire des plantes facilite l'absorption de l'eau dans le sol. Cependant, au printemps, il convient de contrôler la croissance de l'enherbement. Il est alors possible d'utiliser le désherbage thermique, une technique particulièrement efficace sur les plantules et les rejets. Le choix de conversion des oléiculteurs est souvent porté par des valeurs fortes, profondément ancrées en eux. Il arrive aussi que cette décision soit consécutive à un événement de vie difficile. Mon père est tombé malade il y a une trentaine d'années suite à des traitements chimiques. Donc c'est à peu près certainement les produits phytosanitaires anti-insectes. Et la médecine, les médecins lui ont dit d'arrêter ou de passer à autre chose. Et après s'être renseigné, il a décidé d'utiliser des produits naturels qui n'avaient aucune influence sur la vie en général, donc la biologie de tout être vivant alentour et en particulier sa vie à lui, et la vie de sa famille et de ses enfants. Comme Madame Bézy, beaucoup de producteurs appliquent déjà les méthodes de l'agriculture biologique. Cependant, la décision de délivrance du label reste l'apanage de l'administration en fonction du dossier qui lui sera présenté. La certification en agriculture biologique permet de faire valoir et reconnaître son mode de production. Pour certifier son activité, c'est très simple. On appelle un organisme de contrôle
type EcoCert, Qualité France, les 2 organismes les plus connus en France. Et à côté, il faut penser à notifier son activité. Donc il y a bien 2 choses, la certification et la notification. Lorsque vous vous engagez la première fois auprès d'un organisme de contrôle, vous partez en période de conversion. C'est-à-dire que vous allez mettre en œuvre les techniques bio, pas de désherbant, pas de produits chimiques de synthèse, pas d'engrais azotés minéral. Et pendant cette période, vous vendez vos produits la première récolte en conventionnel, la 2e et 3e récolte en conversion, et seulement votre 4e récolte pour être valorisée en agriculture biologique. Certaines aides existent pour aider ou inciter les agriculteurs à passer à l'agriculture biologique. Ces aides sont quand même soumises à certaines conditions d'éligibilité. C'est pourquoi il vaut mieux se rapprocher des chambres d'agriculture et des groupements départementaux pour en connaître les modalités exactes. Citons les aides à la conversion, qui actuellement sont d'un montant de 900 € par hectare et par an, versés pendant 5 ans. La prise en charge des frais de certification dans certaines régions, et également le crédit d'impôt mis en place jusqu'en 2011. Avant d'effectuer l'ensemble de ces démarches, n'hésitez pas à contacter votre chambre d'agriculture qui pourra vous accompagner tout au long de votre projet. L'huile d'olive biologique d'origine française attire aujourd'hui des consommateurs davantage soucieux de leur santé et de l'environnement. Le jeune âge de cette clientèle, dont plus de 50% à moins de 50 ans, laisse présager d'une évolution du marché en faveur des huiles biologiques. Si la majorité des producteurs français commercialisent leur huile en direct, au contact d'une clientèle amoureuse d'un terroir, pour les producteurs exportateurs, la question de la conversion à l'agriculture biologique ne se pose plus. La première motivation forte pour moi, ça a été l'export. J'ai pas mal de marchés donc, sur les États-Unis et des marchés sur l'Allemagne. Et ces 2 pays sont en fait très demandeurs de produits bio. Et quand on analyse le pourquoi ils sont demandeurs, c'est qu'en fait nos produits, quand ils arrivent dans ces pays, sont des produits de luxe. Le client final, quand il s'achète ces produits à ces niveaux de prix, désire tout avoir dans ses produits. Et le label bio est une option qui est nécessaire sur ces marchés. Et en fait, là, anecdotiquement, un jour, une acheteuse est venue me voir. Elle m'a dit, voilà, tu n'es plus référencé, tu es notre meilleure huile d'olive, tu es une très bonne vente, mais tu n'es plus référencé l'an prochain parce que tu n'es pas bio. Là, ça a été l'électrochoc. Enfin, le label agriculture biologique est le sésame essentiel à la distribution des huiles auprès d'enseignes spécialisées. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le bio va nous aider à acquérir de nouveaux clients? Alors, sur certains marchés, ça va nous ouvrir des portes qui ne sont pas ouvertes à l'heure actuelle, qui sont les épiceries bio. Et là, c'est vrai, ils s'en développent de plus en plus. Il va y avoir des épiceries bio haut de gamme. Et là, bien sûr, le ticket d'entrée, c'est d'être bio. Maintenant, dans une épicerie classique, vis-à-vis d'un client qui ne nous connaît pas, est-ce que le bio nous permet de vendre mieux et est-ce que ce gage de confiance nous permet de vendre plus? Si on se place a priori, donc moi, un acte d'achat sur une huile de ce niveau-là, ça va être d'abord soit sur la marque, si elle est connue, soit sur l'appellation, si elle est connue aussi, et ensuite, toujours pareil, à prix égal, à marque de même valeur et appellation qu'on a choisie en étant client, parce que le client choisit aujourd'hui par rapport à une appellation, bien sûr qu'il va prendre le bio s'il a le choix entre le bio et le non bio. L'agriculture biologique est une tendance mondiale. Elle reflète un besoin profond de la part des producteurs et des consommateurs de faire un choix en faveur de la nature et de l'homme. Si la qualité de l'huile reste le facteur principal d'achat, la conversion à l'oléiculture biologique est l'une des garanties nécessaires aux agriculteurs pour pérenniser leurs activités dans l'avenir.